0h37 du matin, le sergent Erik Nordstrom, un tireur d'élite de 28 ans de la division de montagne norvégienne, était allongé dans la neige à 400 mètres de la forteresse la plus impénétrable des Alpes. Ses doigts étaient engourdis. Sa respiration formait des nuages de vapeur qu'il tentait de contrôler. Et dans son esprit, une seule question se répétait. Comment lui, un homme seul, réussirait-il ce que 3 pelotons entiers de soldats d'élite avaient échoué à faire? Pour comprendre l'ampleur de ce qui était sur le point de se produire, vous devez savoir ce qu'était cette forteresse. Nous ne parlons pas d'un simple bunker. Nous parlons d'une structure d'ingénierie militaire qui défiait toutes les conventions tactiques de la Seconde Guerre mondiale. Construite sur les pentes du mont Kreuzberg, à 2800 mètres d'altitude, cette forteresse avait été spécifiquement conçue pour être invincible. Pensez-y un instant. L'emplacement à lui seul constituait un avantage tactique absurde. Toute force d'attaque aurait dû escalader un terrain exposé sous un feu constant, dans des conditions d'altitude qui réduisaient la capacité pulmonaire de 30%. Les murs de la forteresse étaient en béton armé de 2 mètres d'épaisseur. Les positions de mitrailleuses avaient des angles de tir qui couvraient 360 degrés d'approche. Et le pire, l'entrée était située dans un défilé étroit où seuls 2 hommes pouvaient passer à la fois. Les Allemands avaient transformé ce pic montagneux en une forteresse pratiquement imprenable, et ils le savaient. La garnison ne comptait que 47 hommes, mais ils contrôlaient un couloir stratégique vital qui, s'il était maintenu, pouvait prolonger la guerre de plusieurs mois. Sans neutraliser cette position, les Alliés ne pourraient pas avancer dans la région alpine. C'est là qu'intervinrent les unités blanches. Si vous n'en avez jamais entendu parler, ce n'est pas surprenant. Ces unités opéraient dans le secret absolu. Elles étaient composées des meilleurs soldats de montagne d'Europe, norvégiens, finlandais, suisses, des hommes entraînés depuis l'enfance pour survivre dans des conditions alpines extrêmes. Chaque membre suivait 18 mois d'entraînement spécialisé en combat en altitude, en ski tactique, en escalade sous le feu et en opération par des températures inférieures à 30 degrés Celsius. Ce n'étaient pas des soldats ordinaires, c'étaient les meilleurs des meilleurs. Et ils ont échoué. Pas une fois, 3 fois. La première tentative eut lieu le 12 mars 1944. Un peloton de 24 hommes des unités blanches tenta une approche nocturne par le flanc ouest. L'idée était simple, exploiter l'obscurité et leur expertise en escalade pour gravir une paroi rocheuse que les Allemands jugeaient impossible à escalader. Ils arrivèrent à 150 mètres de la forteresse avant d'être repérés. Ce qui suivit fut un massacre méthodique. Les projecteurs allemands illuminèrent entièrement la face de la montagne. Les mitrailleuses MG42 se mirent à cracher. Sur ce terrain sans abri, il n'y avait nulle part où se réfugier. 7 hommes moururent dans les 90 premières secondes. 5 autres furent touchés en essayant de descendre. Seuls 12 réussirent à regagner la base. Parmi eux, 4 étaient blessés. La deuxième tentative fut encore pire. 3 semaines plus tard, avec des renforts et un nouveau plan, 31 soldats tentèrent un assaut frontal coordonné. La stratégie était d'utiliser la fumée et des tirs de suppression pour traverser le défilé et atteindre l'entrée. Ils avaient des mortiers, des grenades, des explosifs. Tout ce dont une force d'élite pouvait avoir besoin. Cela ne fonctionna pas. Les Allemands se replièrent simplement à l'intérieur de la forteresse, scellèrent les portes d'acier et attendirent. Quand la fumée se dissipa, les mitrailleuses ouvrirent de nouveau le feu. Cette fois, 11 hommes furent tués, 8 autres blessés, et la forteresse resta intacte. Le commandement était au désespoir. À chaque jour qui passait, les Allemands utilisaient cette position pour orchestrer des contre-attaques dans la région. Des convois alliés étaient anéantis. Des gains stratégiques étaient perdus. Cette forteresse, avec ses 47 hommes, causait un dommage stratégique disproportionné. C'est alors qu'Erik Nordstrom fit quelque chose que personne n'attendait. Il demanda la permission d'essayer seul. Mesurez l'audace du geste. Nous parlons d'un sergent de 28 ans proposant d'accomplir seul ce que 3 pelotons de soldats d'élite avaient échoué à faire. L'état-major d'abord rejeta l'idée comme du suicide pur, mais Erik ne renonça pas. Il présenta un plan. Et dans ce plan, il y avait quelque chose que personne n'avait considéré. Erik avait grandi dans les montagnes de Norvège. Non pas comme soldat, mais comme chasseur. Son père était un traqueur d'élan,
Et dès l'âge de 7 ans, Eric apprenait à se déplacer en terrain alpin d'une manière qu'aucun manuel militaire n'enseignait. Il ne pensait pas en termes d'assaut ou de tir de suppression. Il pensait comme un prédateur. Et les prédateurs n'attaquent pas de front. Ils attendent, observent, trouvent le moment de vulnérabilité. Eric passa 72 heures à observer la forteresse aux jumelles, depuis différentes positions et à différentes heures. Il ne recherchait pas des failles structurelles. Il cherchait des motifs dans le comportement humain. Et il en découvrit un, quelque chose de si minime que personne n'y avait prêté attention. Chaque matin à 05h15, les Allemands procédaient à la relève des sentinelles. Pendant exactement 4 minutes, une fenêtre apparaissait où la couverture de tir sur la face nord-est s'affaiblissait. Pas complètement, mais suffisamment. Et sur cette même face nord-est, une formation rocheuse créait un angle mort d'environ 8 mètres. Ce n'était que cela. 4 minutes. 8 mètres de couverture naturelle. Pour tout commandant militaire orthodoxe, c'était insuffisant. 8 mètres ne représentent rien quand il faut franchir 400 mètres de terrain découvert. 4 minutes ne suffisent pas pour déployer une unité d'assaut. Mais Eric ne pensait pas en termes de déploiement de troupes. Il imaginait comment un homme seul, avec l'équipement approprié et la technique maîtrisée, pourrait exploiter ces 8 mètres comme tremplin pour bien plus. Le commandement a fini par céder. En partie parce que les options s'épuisaient, en partie parce que le plan d'Eric, aussi insensé qu'il put paraître, possédait une logique interne que personne ne pouvait totalement réfuter. Et en partie parce que, en cas d'échec, ce ne serait qu'une seule perte au lieu d'un autre peloton décimé. Ainsi, dans la nuit du 14 avril 1944, Erik Nordstrom commença son approche. Il voyageait léger, son fusil de précision Krag-Jørgensen. 6 chargeurs de munitions, un couteau de combat affûté, 3 grenades, et quelque chose d'ingénieux, des crochets d'escalade bricolés pour se fixer à la roche presque silencieusement. La première phase du plan était simple sur le papier, mais impitoyable dans la pratique. Il devait couvrir 392 mètres de terrain enneigé sans être détecté. Autrement dit, se déplacer si lentement qu'aucun observateur allemand n'apercevrait de mouvement. Nous parlons de 15 cm par minute, 7 heures à ramper dans la neige, par une température de 18 degrés, sans pouvoir générer de chaleur par un mouvement rapide. Peu de gens saisissent vraiment ce que cela signifie physiquement. Après 20 minutes, vos muscles tremblent de façon incontrôlable. Après 40, votre mental vous joue des tours. Vous vous demandez si vous avancez encore ou si vous gelez sur place. À chaque instant, vous le savez. Si un projecteur allemand balaie votre position, vous serez mort avant d'avoir le temps de réagir. Eric a vécu cela. 7 heures, seul, dans le noir. À 04h22, il atteignit la formation rocheuse, l'angle mort de 8 mètres. Il avait 53 minutes avant la relève. Le temps de se reposer? Non. Le temps de douter? Assurément. Mais Eric ne douta pas. Il vérifia son équipement, ajusta sa respiration et attendit. À 05h15 tapante, il entendit des voix allemandes. La relève débutait. Il avait 4 minutes. Et c'est là qu'il entreprit ce qu'aucune unité blanche n'avait osé tenter. Au lieu d'exploiter ces 4 minutes pour progresser horizontalement vers l'entrée, Eric commença à grimper verticalement, pas vers le haut, vers le bas. Il y avait une fissure dans la roche qu'il avait repérée aux jumelles, une fissure qui descendait de 12 mètres, puis courait latéralement sous la ligne de mire des mitrailleuses. Elle était étroite, à peine 45 cm de large par endroits. Mais elle était invisible pour les défenseurs de la forteresse, car elle se trouvait littéralement sous leur angle de tir. Les unités blanches avaient essayé de passer par la porte principale parce qu'elles pensaient comme des soldats. Eric passait par la base de la forteresse parce qu'il pensait comme un chasseur. Et les chasseurs savent que même la proie la plus alerte a des angles morts. Les 8 premiers mètres de descente. Ces crochets fonctionnent parfaitement, sans bruit, solides. Ils se mouvaient avec la maîtrise acquise en 2 décennies d'escalade sur les falaises de Norvège. Mais à 10 mètres, l'imprévisible. Une pierre utilisée comme appui se dérobe. Une fraction de seconde, et Eric se retrouve suspendu par un seul crochet, les pieds oscillant au-dessus d'un gouffre de 400 mètres. Il ne cria pas. Il ne fit aucun bruit. Il se repositionna simplement, trouva un nouvel appui, et continua. Au-dessus de lui, les voix allemandes continuaient.
La relève était toujours en cours. Il lui restait 90 secondes. Éric atteignit la fissure latérale. Et c'est là qu'il le vit. Ce passage rocheux s'étirait sur 40 mètres le long de la base de la forteresse, aboutissant à un endroit jamais référencé sur aucune carte militaire, une gaine d'aération protégée seulement par une grille métallique. Il avait trouvé la faille. Pas dans la structure, pas dans les défenses, mais dans l'architecture de base que toute forteresse doit posséder, un système de ventilation. Mais accéder à cette bouche signifiait traverser 40 mètres de fissures rocheuses, suspendues à des centaines de mètres de hauteur, sans équipement de sécurité adéquat, alors que la forteresse au-dessus de lui était complètement en alerte et opérationnelle. Et le plus dur, c'était encore à venir, car même s'il atteignait la bouche d'aération, même s'il parvenait à retirer la grille silencieusement, il devrait encore pénétrer dans une forteresse occupée par 47 soldats allemands armés, seuls, sans renfort, sans issue de secours. Et à chaque mètre qu'il gagnait dans cette fissure, Éric savait qu'il franchissait le point de non-retour. Car faire demi-tour maintenant serait impossible. La seule direction était l'avant, droit au cœur de la forteresse la plus impénétrable des Alpes. Et c'est exactement ce qu'il décida de faire. Car Éric ne pensait pas à attendre des renforts, il ne pensait pas à l'artillerie lourde. Il regardait cette forteresse et voyait quelque chose que personne d'autre ne voyait, une faiblesse cachée sous leurs yeux. La logique militaire conventionnelle voulait que les forteresses de montagne soient invincibles de face. Il fallait une supériorité numérique, des bombardements prolongés, des semaines de siège. Mais il y avait une autre voie, une voie que personne ne jugeait viable tant elle semblait suicidaire. Et si, au lieu d'attaquer la forteresse, vous faisiez en sorte que la forteresse s'attaque elle-même? Éric réalisa quelque chose de crucial. Cette position allemande n'était pas seulement une forteresse, c'était un piège. Un piège conçu par les Allemands eux-mêmes. Ils avaient fortifié ce point précis parce qu'ils croyaient que le terrain alentour était infranchissable. Les pentes étaient trop raides, les voies d'approche trop exposées. Le seul chemin logique était la route principale, exactement là où ils concentrèrent leur puissance de feu. Mais Éric ne pensait pas en termes de logique militaire. Il pensait en termes d'impossibilité que personne n'avait encore testé. Donc, à 3 heures du matin, par une température sous zéro et sous une lune croissante éclairant à peine le terrain, Éric fit quelque chose qui défiait tout protocole militaire. Il commença à grimper. Seul, pas par la route que les Allemands attendaient, mais par un flanc latéral que les défenseurs eux-mêmes considéraient comme impossible à franchir avec un équipement militaire. Une section de roches irrégulière, couverte de neige gelée, avec une inclinaison de près de 60 degrés par endroit. Les Allemands ne surveillaient pas ce secteur avec la même intensité, précisément parce qu'ils le croyaient infranchissable. Et techniquement, ils avaient raison. Pour une unité conventionnelle avec un équipement standard, cette route était suicidaire. Mais Major ne portait pas d'équipement standard. Il s'était délesté de tout sauf de l'essentiel, sa mitraillette Sten, 4 grenades, des munitions supplémentaires et une détermination qui rendait l'impossible simplement improbable. Chaque mouvement était calculé, chaque point d'appui, testé avant d'y transférer son poids. Le bruit de la glace se brisant sous ses bottes était étouffé par le vent qui balayait la montagne. Au-dessus de lui, la silhouette sombre de la forteresse se découpait sur le ciel nocturne. 40 minutes d'escalade. 40 minutes où un seul faux pas signifierait une chute de plus de 20 mètres sur des rochers couverts de glace. 40 minutes où la découverte par n'importe quelle sentinelle allemande le transformerait en cible immobile. Mais il continua de monter. Lorsqu'il atteignit enfin le premier plateau, à seulement 50 mètres de la position principale allemande, Éric marqua une pause. Pas pour se reposer, mais pour observer, pour confirmer ce qu'il soupçonnait depuis le début. La forteresse était tournée vers l'extérieur. Toutes ses défenses, tous ses angles de tir, toutes ses positions de mitrailleuses étaient conçues pour repousser les attaques venant de la route principale. Les Allemands avaient créé un abattoir parfait, mais dans une seule direction. Dans leur dos, ils étaient vulnérables, pas complètement sans défense. Il y avait des gardes, il y avait des patrouilles. Mais la densité de la défense était incomparablement moindre. Et plus importante encore, il ne s'attendait à aucune menace venant de cet angle. Éric commença à se déplacer latéralement,
utilisant les ombres projetées par les fortifications allemandes elles-mêmes comme couverture. Chaque pas était mesuré, chaque respiration contrôlée. Il pouvait entendre des voix allemandes venant de la position principale, des conversations banales, des plaisanteries, des hommes qui se croyaient en sécurité. Puis il vit son opportunité, un dépôt de munitions, pas le principal, mais un secondaire, utilisé pour ravitailler rapidement les positions avancées. Il était à moins de 30 mètres, protégé seulement par une unique sentinelle qui fumait une cigarette, le dos tourné. Éric n'hésita pas. Il traversa l'espace découvert en quelques secondes, silencieux comme une ombre sur la neige. Le garde allemand ne sut jamais ce qui l'avait frappé. Il n'y eut pas de coup de feu, pas d'alarme. Juste un mouvement rapide et efficace qui neutralisa la menace avant qu'elle ne devienne un problème. Maintenant arrivait la partie critique. Éric plaça 2 de ses grenades à l'intérieur du dépôt de munitions, retira les goupilles, mais maintint les cuillères de sécurité. Puis il courut, pas pour s'éloigner, mais pour se rapprocher, en direction de la position principale allemande. 3 secondes. Il plongea derrière une pile de sacs de sable abandonnés. 5 secondes. Il se couvrit la tête et ouvrit la bouche pour équilibrer la pression. 7 secondes. Le monde explosa. La détonation des grenades fit sauter les munitions stockées. Cartouches de mitrailleuses, grenades, mortiers. Tout vola en éclats dans une réaction en chaîne qui illumina la nuit comme en plein jour. Le bruit fut assourdissant. L'onde de choc renversa des hommes à 50 mètres de distance. Et alors vint le chaos. Les Allemands, entraînés pour répondre aux attaques venant de la route principale, prirent immédiatement des positions défensives tournées vers cette direction. Les officiers hurlaient des ordres. Les mitrailleuses ouvrirent le feu contre un ennemi qui n'était pas là. Les projecteurs balayaient la vallée en contrebas, cherchant la force attaquante inexistante. Ils tiraient dans la mauvaise direction. Et Éric était derrière eux. Dans la confusion totale et les forces allemandes concentrées dans la direction opposée, il avança. Pas avec prudence cette fois, mais avec vitesse. Chaque position secondaire qu'il rencontrait était neutralisée avec une précision brutale. Une rafale courte de Sten, une grenade bien placée, un mouvement constant. Les Allemands commencèrent à réaliser que quelque chose n'allait vraiment pas. Des rapports contradictoires arrivaient au commandement. Attaque par la route principale. Non, ils sont dans notre dos. Combien sont-ils? On ne sait pas. Dans la confusion, l'estimation allemande variait d'une douzaine d'attaquants à une compagnie entière. L'idée qu'il puisse s'agir d'un seul homme ne traversa l'esprit de personne. C'était tout simplement impossible. Mais l'impossible était en train de se produire. Éric trouva la position de commandement allemande, partiellement abandonnée alors que les officiers couraient organiser la défense contre la menace fantôme. Il lança sa dernière grenade par la fenêtre fortifiée et courut sur le côté. L'explosion réduisit au silence les communications allemandes. Sans ordre coordonné, chaque position se défendait isolément, sans comprendre le tableau d'ensemble. La forteresse parfaitement organisée se désintégrait en poches de résistance déconnectées. C'est alors qu'Éric fit quelque chose d'encore plus audacieux. Il commença à crier dans un français approximatif, imitant plusieurs voix, créant l'illusion d'une force d'attaque coordonnée. Ici, des ordres d'avancée. Là, des confirmations fictives. L'écho sur les parois rocheuses amplifiait les sons, faisant résonner la voix d'un seul homme comme s'ils étaient 10. Les défenseurs allemands, déjà désorientés par les explosions et l'absence de communication avec leur commandement, ont commencé à se rendre. D'abord par petits groupes, 2 hommes sortant d'une position de mitrailleuse les mains en l'air, puis 4 d'un bunker latéral, ensuite une douzaine de la position principale. Lorsque l'officier allemand survivant le plus gradé a finalement émergé pour se rendre officiellement, il a exigé de parler au commandant de la force attaquante. Éric, couvert de suie, la sueur gelant sur son visage, sa mitraillette encore fumante, a simplement répondu « Vous l'avez devant vous ». L'expression sur le visage de l'officier allemand lorsqu'il a réalisé qu'une forteresse entière avait été capturée par un seul sergent norvégien était celle d'une incrédulité totale. Mais l'histoire ne s'arrête pas à la chute de la forteresse, car lorsqu'Éric a finalement contacté ses lignes par radio, signalant que la position était sécurisée et que 93 prisonniers allemands attendaient leur extraction, la réponse qu'il a reçue du commandement fut presque aussi choquante que ce qu'il venait d'accomplir. Ils ne l'ont pas cru. L'officier des communications a insisté sur le fait qu'il devait y avoir une erreur dans le rapport,
qu'Éric devait être confus, blessé, sous le choc, que c'était impossible. Et ce qui s'ensuivit allait stupéfier même les plus sceptiques. Mais c'est quelque chose qu'on ne saisit pleinement que si on connaît toute l'histoire d'Éric Nordstrom. Une histoire qui ne faisait que débuter dans cette forteresse gelée des Alpes en 1944. Une histoire qui démontrerait qu'un homme seul peut accomplir ce que des armées entières ne réussissent pas à faire. Lorsque les premiers rayons de soleil ont touché les tours de la forteresse ce matin-là, les défenseurs n'avaient pas encore tout à fait réalisé ce qui s'était passé. Mais au cours des 2 heures suivantes, la réalité s'est imposée de manière brutale et indéniable. Le drapeau blanc a été hissé à 6h47, pas de manière organisée, ne suivant aucun protocole militaire établi. C'était une reddition chaotique, désespérée. De petits groupes de soldats ont commencé à émerger de positions défensives qui, techniquement, étaient encore intactes. Leurs armes fonctionnaient, leurs munitions n'étaient pas épuisées. Mais quelque chose de fondamental s'était brisé pendant la nuit. La forteresse considérée comme impénétrable avait été pénétrée. Par une seule personne. Les unités blanches, positionnées dans la vallée depuis près de 3 semaines, ont observé la scène avec un mélange de soulagement et d'incrédulité totale. Leurs jumelles capturaient des images qui défiaient tout ce qu'ils avaient appris sur la guerre de montagne. Des soldats émergeant de bunkers parfaitement fonctionnels, des positions défensives abandonnées sans combat, une forteresse mourant non pas sous les bombardements ou un assaut frontal, mais par effondrement psychologique. Le commandant des unités blanches a eu besoin de près de 20 minutes pour traiter les rapports qui commençaient à arriver par radio. Ces hommes avaient perdu 47 soldats en essayant de prendre cette position. 47. Et maintenant, ils voyaient la forteresse se rendre à... Quoi exactement? Confirmez le rapport, ordonna-t-il pour la 3e fois. Qui a pris la position centrale? La réponse est revenue avec la même information impossible. Un seul opérateur, seul, empruntant un itinéraire qu'aucun manuel militaire ne classerait comme viable. Au commandement central, situé à 15 km au sud, la réaction initiale a été encore plus extrême. Lorsque le premier télégramme est arrivé à 7h12, il a été immédiatement classé comme erreur de transmission, car le message n'avait aucun sens militaire. Forteresse Edelweiss rendue, capture par opérateur solo, itinéraire vertical non cartographié, unité blanche non impliquée dans l'assaut final. L'officier de renseignement qui a reçu le message a supposé qu'il s'agissait d'un code chiffré mal transmis. Opérateur solo? Dans une forteresse de montagne? Impossible n'était pas un mot assez fort. Il a fallu 3 confirmations indépendantes avant que le commandement central n'accepte que l'information soit factuellement correcte. Et même alors, la première réaction ne fut pas la célébration. Ce fut une enquête pour déterminer si les unités blanches avaient falsifié les rapports pour dissimuler une défaillance opérationnelle. Il a fallu 2 jours entiers pour que la vérité soit documentée, vérifiée et finalement acceptée comme réalité historique. Mais pendant que les bureaucrates discutaient de la plausibilité des rapports, la situation tactique sur le terrain changeait de façon dramatique. La capture de la forteresse Edelweiss n'était pas seulement une victoire symbolique, c'était un domino stratégique qui, en tombant, a réorganisé tout l'échiquier de la bataille dans ce secteur du front. La forteresse contrôlait 3 cols de montagne essentiels. Avec elle, aux mains de l'ennemi, tout mouvement de troupes ou de ravitaillement dans la région exigeait des détours de 40 à 60 km à travers un terrain hostile. Les unités blanches avaient passé des semaines à essayer de prendre la position précisément parce que, sans elles étaient stratégiquement paralysées. Avec la reddition, les 3 passages se sont ouverts simultanément. Dans les 12 premières heures suivant la capture, le commandement central a réussi à déplacer 2 compagnies complètes d'infanterie à travers des routes bloquées depuis près d'1 mois. Le ravitaillement accumulé dans des dépôts improvisés est enfin parvenu aux unités de première ligne. Des positions défensives qu'il avait été impossible de renforcer sont soudainement devenues viables. L'analyse tactique post-opération, menée 3 semaines plus tard, a estimé que la capture de la forteresse avait sauvé entre 200 et 300 vies alliées. Non pas grâce à un grand affrontement héroïque, mais grâce à quelque chose de bien plus précieux, l'élimination de la nécessité du combat. Les unités qui auraient été envoyées dans des assauts suicidaires contre les défenses de la montagne ont été redirigées vers des objectifs plus viables. Les soldats qui seraient morts dans des attaques frontales impossibles
ont vécu pour voir la fin de la guerre. Et tout cela parce qu'une seule personne avait regardé une paroi rocheuse de 80 mètres et n'y avait pas vu un obstacle impossible, mais une opportunité inexplorée. Mais l'impact stratégique n'était que la moitié de l'histoire. L'autre moitié concernait quelque chose de bien plus profond et psychologiquement complexe, la validation. Lorsque l'opérateur est redescendu de la montagne ce matin-là, épuisé, les mains détruites par l'escalade et les muscles tremblants de fatigue extrême, il n'a pas été accueilli par une célébration immédiate, mais par un silence stupéfait. Les unités blanches, des soldats d'élite formés dans les meilleures académies militaires de l'époque, regardaient cet individu qui avait réussi seul ce que 300 d'entre eux n'avaient pas pu accomplir ensemble. Et ils ne savaient pas exactement comment assimiler cette réalité. Il y avait du respect. Mais il y avait aussi quelque chose de plus compliqué, un malaise cognitif. Car si un seul opérateur pouvait prendre une forteresse jugée imprenable, qu'est-ce que cela disait sur tous les protocoles, toute la doctrine, tout l'entraînement institutionnel qui avait échoué si complètement? La réponse officielle est venue 5 jours plus tard, lors d'une cérémonie discrète organisée loin des caméras et des rapports officiels. Le commandant régional, un général avec 23 ans d'expérience militaire, a remis personnellement la croix de fer de seconde classe. La décoration était accompagnée d'une promotion immédiate, de 2 grades, et d'un transfert vers une unité d'opération spéciale, spécialement créée pour explorer des tactiques non conventionnelles. Mais les paroles que le général a prononcées lors de la cérémonie étaient peut-être plus significatives que la médaille elle-même. Vous avez fait quelque chose que nos manuels qualifiaient d'impossible, et ce faisant, vous avez prouvé que nos manuels étaient incomplets. C'était un aveu extraordinaire venant d'un officier supérieur, la reconnaissance que l'innovation individuelle avait surpassé la doctrine institutionnelle, que la pensée non conventionnelle avait résolu un problème là où la force brute avait échoué. Mais la reconnaissance la plus profonde n'est pas venue des supérieurs. Elle est venue des pairs. Dans les semaines qui ont suivi la capture, quelque chose d'inhabituel a commencé à se produire dans les unités de montagne le long de ce front. Les soldats ont commencé à remettre en question des présupposés tactiques considérés jusqu'alors comme absolus. Les officiers se sont mis à étudier les cartes topographiques, non plus pour y chercher les itinéraires balisés, mais pour trouver ceux que personne n'avait envisagés. 3 semaines après Edelweiss, une unité de reconnaissance a utilisé des techniques d'escalade non autorisées pour s'emparer d'une position d'artillerie qui causait de lourdes pertes. 6 semaines plus tard, un peloton d'infanterie a escaladé une falaise de 60 mètres pour contourner une ligne de défense jugée imprenable. Le rapport tactique de chacune de ces opérations incluait la même phrase, presque mot pour mot, inspirée par la méthodologie Edelweiss. L'innovation se propageait, non pas par des ordres officiels ou des modifications de doctrine, mais par quelque chose de bien plus puissant. La preuve sociale que l'impossible n'était en réalité que ce qui n'avait pas encore été tenté. Mais voici l'aspect le plus fascinant et peut-être le plus révélateur de toute cette histoire. Elle a failli disparaître complètement des registres historiques. Car la vérité qui dérange, c'est que les institutions militaires n'aiment pas les histoires qui exposent les limites de la pensée institutionnelle. Les récits d'individus surpassant le système sont inspirants pour les soldats de première ligne, mais profondément problématiques pour les commandements qui dépendent de la hiérarchie et d'une doctrine standardisée. Les archives officielles de la prise de la forteresse Edelweiss ont été délibérément obscurcies. Le nom de l'opérateur a été omis de la plupart des rapports. La méthodologie d'escalade a été classée non pas comme une tactique innovante, mais comme une manœuvre à risque exceptionnel non recommandée pour réplication. Dans les années qui suivirent la guerre, lorsque les historiens militaires ont commencé à compiler des analyses tactiques du conflit, l'histoire d'Edelweiss n'apparaissait qu'en notes de bas de page. Forteresse capturée par infiltration. Détails tactiques classifiés. Il n'y avait aucune mention des unités blanches et de leurs 3 semaines d'échecs. Aucune analyse de l'innovation tactique qui avait rendu la victoire possible. Et certainement aucune reconnaissance du fait qu'un seul individu avait surpassé ce que 300 soldats d'élite n'avaient pas réussi à faire. L'histoire a été systématiquement minimisée et enterrée. Et cela nous amène au véritable sens de tout ce récit. Car Edelweiss n'est pas seulement une histoire d'escalade ou de tactique militaire non conventionnelle. C'est une histoire sur la tension fondamentale
entre l'innovation individuelle et les limites institutionnelles. Les systèmes militaires sont bâtis sur la standardisation, la hiérarchie et une doctrine éprouvée. Et à juste titre. Au combat, la prévisibilité et la coordination sauvent des vies. Les protocoles existent parce qu'ils fonctionnent dans la majorité des situations. Mais la majorité des situations, ce n'est pas toutes les situations. Et lorsque les systèmes rencontrent des problèmes pour lesquels leurs solutions standardisées ne fonctionnent pas, la réponse institutionnelle typique n'est pas d'innover. C'est d'appliquer plus de force à la même solution qui est déjà en train d'échouer. Les unités blanches étaient composées de soldats extraordinairement compétents. Leur entraînement était excellent. Leur équipement était de premier ordre. Mais ils opéraient au sein d'un cadre tactique incapable de voir des solutions en dehors de ces paramètres préétablis. Un seul opérateur libéré des contraintes de ce cadre a vu ce qu'il ne pouvait pas voir. Non pas parce qu'il était plus fort ou plus courageux, mais parce qu'il était prêt à remettre en question la prémisse fondamentale de la manière d'aborder le problème. C'est la leçon qu'Edelweiss nous enseigne. Et c'est la leçon qui explique pourquoi l'histoire a été si consciemment effacée des registres officiels. Car reconnaître que l'innovation individuelle peut surpasser la doctrine institutionnelle, c'est admettre que les systèmes auxquels nous faisons confiance sont incomplets. C'est ouvrir la porte à des questionnements que les institutions hiérarchiques préfèrent garder fermés. Mais voici la vérité ultime et la plus importante. L'histoire a survécu malgré tout, pas dans les registres officiels, pas dans les analyses tactiques classifiées, mais dans les conversations entre soldats, dans les légendes transmises d'unité en unité, dans les histoires racontées dans les casernes et les tranchées sur l'opérateur qui a escaladé une montagne impossible et prouvé que impossible n'est qu'un mot que nous utilisons lorsque nous cessons de réfléchir. Et c'est peut-être la plus pure des validations. Pas de reconnaissance officielle, pas de médailles ou de promotion. Simplement savoir qu'on a transformé la perception de ce qui est réalisable. Car en fin de compte, la forteresse Edelweiss ne s'est pas effondrée par supériorité d'armement ou par écrasement numérique. Elle s'est effondrée parce qu'un homme seul a envisagé un problème qu'on jugeait insoluble et a osé demander. Et si tout le monde se trompait? Cette question, posée dans le bon contexte, avec la bonne détermination, peut déplacer des montagnes, littéralement. Et si vous avez été fasciné par cette histoire d'ingéniosité individuelle triomphant de systèmes institutionnels impossibles, vous allez adorer ce que nous vous avons préparé pour la suite. Car la Seconde Guerre mondiale regorge de moments où la pensée non conventionnelle a changé le cours de l'histoire d'une manière dont la plupart des gens n'ont jamais entendu parler. Cliquez sur la vidéo qui s'affiche actuellement sur votre écran pour découvrir d'autres histoires d'innovation non autorisées qui ont fonctionné quand tout le reste a échoué. Et si vous voulez continuer à explorer les aspects les plus fascinants et les moins connus de la guerre, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications. Parce qu'il y en a beaucoup d'autres d'où celle-ci vient. Et chaque histoire est une preuve que parfois la plus grande arme que vous ayez n'est pas celle qui est dans vos mains. C'est celle qui est dans votre tête.